Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Dominique Chargé, le président de la coopération agricole qui représente 2200 coopératives en France. Souveraineté alimentaire, planification écologique, conséquences de l'inflation, beaucoup de thèmes à aborder. Juste après ces titres, dans notre débat, on parle décarbonation du secteur du bâtiment, secteur qui doit réduire de plus de moitié ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. On verra quelles solutions privilégier pour relever un tel défi. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, vous découvrirez les sacs vagabonds créés à partir de voiles usagées de bateaux et autres déchets de l'océan. Agriculture, bâtiment, maroquinerie, 3 secteurs, 30 minutes pour les explorer. C'est parti. Bonjour Dominique Chargé, bienvenue. Bonjour. Vous êtes éleveur en Loire-Atlantique et président de la coopération agricole. Vous appelez un double choc de compétitivité et de simplification normative pour résister à l'inflation, aux importations et donc sauvegarder notre souveraineté alimentaire. On va évidemment détailler tout ça ensemble. D'abord, un mot de présentation de la coopération agricole. Vous pesez combien, entre guillemets ? Alors, tout d'abord, les coopératives agricoles sont des entreprises qui sont des entreprises des agriculteurs. Donc nous sommes tous associés coopérateurs au sein d'une entreprise collective de territoire. Ça représente 2200 coopératives, comme vous l'avez dit tout à l'heure, partout sur le territoire, sur l'ensemble des productions et des filières animales et végétales. Et nous représentons à peu près 70% de la production agricole française et 40% de l'agroalimentaire, dont une marque sur 3 que vous trouvez aujourd'hui dans vos magasins de consommation. Et juste un dernier chiffre, 3 agriculteurs sur 4 ont aujourd'hui une relation économique avec au moins une coopérative. Oui, et avec plus de 190 000 salariés et un chiffre d'affaires de plus de 85 milliards d'euros. Vous êtes donc au cœur de ces enjeux de souveraineté alimentaire. Est-elle menacée aujourd'hui, notre souveraineté alimentaire ? Oui, absolument. Elle ne l'a jamais autant été, pour une raison très simple. C'est que les effets de l'inflation ont conduit nos compatriotes, nos concitoyens, les consommateurs, à modifier leurs habitudes, leur comportement de consommation. Ils se sont massivement reportés sur 2 effets mécaniques, j'allais dire, de cette inflation qu'on peut comprendre. Une inflation que nous subissons tous, à la fois dans nos activités, qui est un problème pour le consommateur. Et donc, ils ont à la fois diminué les volumes de consommation, mais aussi ce qu'on appelle, ils ont fait une descente en gamme, c'est-à-dire qu'ils achètent aujourd'hui beaucoup plus massivement des produits d'entrée de gamme, des produits de moyenne gamme. 70% des consommateurs déclarent aujourd'hui chercher des bonnes affaires et des premiers prix, ce qui veut dire que la consommation... Ça veut dire plus d'importation ? Ça veut dire que cette consommation, effectivement, se reporte massivement sur des produits importés, sur des produits que nous ne pouvons plus faire aujourd'hui dans nos, modèles de production française. C'est là qu'on touche au cœur de la question. Ça veut dire quoi ? Que les produits alimentaires faits en France sont trop chers ? Ça veut dire qu'on nous a demandé, à juste titre très probablement, de faire à la fois une montée en gamme, de nous impliquer dans la décarbonation des filières, de nous impliquer dans les transitions écologiques, de nous impliquer dans le renouvellement des générations qui implique mieux rémunérer les agriculteurs, et que tout ça, effectivement, a un coût. Ce coût, aujourd'hui, du fait de l'inflation sur l'ensemble des produits de consommation, fait que les consommateurs ont massivement réduit leurs achats alimentaires. Et ils font finalement porter à l'alimentation, et donc à l'agriculture et à l'alimentation, le poids de cette inflation. Ils se servent de l'alimentation comme variable d'ajustement et effectivement, pour nous, c'est un problème que nous devons traiter. Alors, comment redevenir compétitif sur ces produits d'entrée de gamme là, qui sont privilégiés par les Français aujourd'hui ? Eh bien, tout simplement en redonnant ce que j'ai appelé les moyens de pouvoir produire, faire cette production agricole qui correspond à ce que les consommateurs demandent aujourd'hui. Donc, j'ai appelé à ce choc de compétitivité et de simplification. Ça passe par quoi ? Alors, ça passe. Nous avons aujourd'hui un certain nombre de sujets qui minent au quotidien les efforts de la production agricole. D'abord, une complexité administrative et probablement aussi un sujet d'acceptabilité sociétale de nos productions qui fait que nous ne pouvons pas, que le moral des producteurs, que le moral des industriels est souvent déprimé et qu'ils ne développent pas, qu'ils n'investissent pas dans leurs unités de production, ce qui fait que nous perdons des capacités de production et nous perdons surtout en productivité. Ça, c'est le premier effet. Parce que quand on investit, c'est trop compliqué, il y a trop de paperasse, il y a des règlements français, européens qui s'empilent les uns sur les autres. Il y a énormément de complexité administrative. Il faut par exemple...
2 ans en France pour pouvoir développer un projet, par exemple, de construction d'un bâtiment d'élevage, quand il faut 6 mois en Allemagne. Ça, c'est un premier temps, avec énormément de recours et de complexité administrative. On a également un sujet qui mine aujourd'hui notre performance, c'est celui de la complexité et surtout la dureté de l'autorité de la concurrence dans notre capacité à pouvoir consolider nos filières. Donc on a aujourd'hui des acteurs qui voudraient se consolider pour être plus performants, qui ne le peuvent pas parce que l'autorité de la concurrence n'autorise pas ces consolidations. Donc on a aussi à se pencher sur le problème de l'autorité de la concurrence. C'est-à-dire vous voudriez pouvoir grossir, si je comprends, ou qu'il y ait un certain nombre d'acteurs qui puissent grossir et vous en êtes empêché. Qui devraient pouvoir consolider leurs efforts sur un territoire dans une production et qu'ils ne le peuvent pas parce que l'autorité de la concurrence les en empêche. Ça dépend de qui ? Du gouvernement, tout simplement ? Ça dépend de la façon dont on traite globalement le sujet de la concurrence. La concurrence ne peut pas être seulement, j'allais dire, regardée comme l'intérêt d'avoir le prix le plus bas. Ça doit être fait comme étant l'intérêt du développement économique. Mais sur ces 2 leviers que vous venez de détailler, je repose la question. Ça dépend du gouvernement, c'est quoi ? C'est une loi, c'est un décret, ça peut être rapidement. Parce que bon, si on dit des règlements français et européens, déjà forcément ça complique la donne. Donc est-ce que ce choc de compétitivité, il peut arriver vite ? Il peut arriver vite. Il y a une proposition de loi qui a été faite par un sénateur en 26 articles qui reprend un certain nombre de sujets. Alors, c'est des sujets effectivement d'ordre de normes françaises et de normes européennes, parce qu'on a effectivement aussi toutes les distorsions de concurrence que l'on a avec les autres pays européens, puisqu'on a des surtranspositions françaises qui, finalement, amènent la France à ne pas pouvoir développer un certain nombre de productions. Ce qu'on constate, c'est que les standards de production de ces produits importés aujourd'hui sont des standards de production qui ne répondent pas, qu'on ne peut plus produire, qui ne répondent pas aux standards français. Depuis d'autres pays européens. Je vous donne au sein de l'Union européenne. Absolument. Je vous donne une caricature. Alors, au sein de l'Union européenne, oui, la Pologne par exemple. Mais je vous donne une caricature. Aujourd'hui, nos poulaillers bio, nos poulaillers labels sont vides, parce que les Français ont massivement déconsommé ces produits-là et on importe des poulets de Pologne et d'Ukraine, qui sont des poulets effectivement sur des standards de production qui ne répondent pas aux standards français. Donc il faut qu'on puisse regagner en compétitivité sur des capacités de production à pouvoir faire à nouveau ces productions que les Français plébiscitent dans leur consommation. Ouais, dans une récente interview au Journal du Dimanche, le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, affirme, je le cite, le dérèglement climatique est la principale menace pour notre souveraineté alimentaire. Vous êtes d'accord avec ça ? Il n'a effectivement pas tort, parce que c'est l'autre levier qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes entrés dans une période d'instabilité, une période où finalement, derrière une période d'abondance telle que nous l'avons vécue, on va dire depuis l'après-guerre, aujourd'hui, un certain nombre de menaces pèsent, dont la menace climatique. La menace climatique, c'est effectivement des aléas aujourd'hui qui font que nous n'avons pas forcément le niveau d'approvisionnement que nous souhaitions. Par exemple, l'an dernier, une filière comme les fruits et légumes en Bretagne était à 50% de leurs objectifs de rendement. Ça veut dire qu'on avait 50% de la filière qui n'était pas approvisionnée. Et pour y répondre, nous avons besoin de nous adapter. Nous avons besoin de nous adapter sur nos mode de production, sur la façon dont nous allons pouvoir trouver de nouvelles variétés, mais aussi, il y a un sujet autour de l'accès à l'eau. C'est-à-dire que nous ne pourrons pas avoir de production agricole compétitive et surtout durable si nous n'avons pas accès à l'eau. Ça se cristallise sur un mot, méga-bassine, qui est certainement devenu, dans l'esprit de certains, un mot, je ne sais pas, diabolique. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous dénoncer cette caricature ? Oui, bien sûr que c'est une caricature. C'est une caricature. Pourquoi on en a besoin ? On a besoin d'eau. En fonction des lieux, peut-être pas partout, mais pourquoi on en a besoin ? On a besoin d'eau parce qu'il ne pourra pas y avoir de production agricole végétale sans eau, quel que soit le modèle de production. Le problème de la méga-bassine, c'est que la méga-bassine dénonce plus un problème de structure et de modèle de production qu'un problème de production lui-même. Moi, je ne fais pas le choix. Toutes les productions doivent être respectées, le bio, l'entrée de gamme, les moyennes de gamme. Mais nous devons, si nous voulons être compétitifs sur ce que j'appelle ces produits d'entrée de gamme, ces produits qui correspondent à des choix de consommation, qui correspondent à des moments de consommation que nous n'avons pas à juger. Si nous voulons y répondre, nous aurons besoin d'avoir accès à ces moyens de production. On parle du bio, cette inflation longue durée, elle plombe particulièrement le secteur du bio. Il y a 600, on l'a vu, coopératives que vous représentez qui ont fait ce choix. Dans quel secteur les agriculteurs bio sont-ils le plus en danger, en difficulté aujourd'hui ? Alors, les filières animales, d'une manière générale, et d'une manière un peu plus ciblée, la production porcine, la filière porcine bio est extrêmement en danger. On a aujourd'hui énormément de producteurs bio qui se sont ce qu'on appelle déconvertis ou qui arrêtent leur activité. Et la deuxième production la plus touchée est celle de la volaille, c'est-à-dire aujourd'hui tous les investisseurs récents
dans des poulaillers bio qui sont aujourd'hui en panne, enfin qui sont en rupture de production parce qu'il n'y a plus de marché. Ouais. Il nous reste une minute. Dernier thème que je voudrais aborder, le renouvellement des générations, parce que ça, c'est aussi un défi majeur pour l'agriculture française. Il y a combien d'exploitations qui ferment chaque année faute de transmission, faute de repreneurs? On dit que sur les 10 ans qui viennent, 50% des exploitants vont chercher à transmettre leur exploitation. Donc ça veut dire qu'on a un défi majeur autour de la question de l'installation. Cette question de l'installation, elle doit être traitée en regardant le sujet tel qu'il est. C'est-à-dire que décréter ou décider d'une installation par des voies réglementaires est une chose. Moi, je pense que ce qui fera que les gens viendront massivement dans nos métiers, c'est le fait d'abord qu'ils y trouveront un accueil par la profession, mais aussi par un environnement, et surtout qu'on les mettra dans des modèles économiques de production qui leur permettront de vivre, d'être résilients et d'avoir de la perspective, d'avoir de la confiance dans leur production. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, donc on a beaucoup à travailler pour mieux accueillir les jeunes dans nos métiers. Merci beaucoup Dominique Chargé. Tiens, je signale que vous avez publié ce livre « Idées reçues sur les coopératives agricoles », livre publié aux éditions Le Cavalier Bleu. À bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, la décarbonation du bâtiment au programme. Le débat de Smart Impact pour analyser ces enjeux de décarbonation du secteur du bâtiment. Je reçois Jean-Pierre Huette. Bonjour, bienvenue. Bienvenue, merci. Vous êtes président du comité scientifique de l'association Équilibre des énergies. À vos côtés, Sarah Westerfeld. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes directrice générale de Bellastock. Tiens, je vais commencer avec vous. C'est quoi Bellastock? C'est une coopérative d'architectes, d'urbanistes, mais pas que, c'est ça? Oui, et d'ingénieurs également. Oui. Donc on a une petite dizaine d'années d'existence et donc on réunit une vingtaine de personnes autour de projets d'aménagement et autour du bâtiment. Et donc en fait on fait du réemploi de matériaux. En tout cas en promeut c'est le réemploi de matériaux à l'échelle du bâti. Ça veut dire que tous vos projets sont marqués du saut en quelque sorte de l'économie circulaire et du réemploi, c'est ça? Exactement. Et donc on intervient auprès des maîtrises d'ouvrage en assistance ou auprès des maîtrises d'œuvre en conseil. Pour généraliser le réemploi, on commence par un diagnostic du bâtiment qui va être réhabilité ou déconstruit. Et pour cibler le nombre de matériaux qui peuvent être sortis de la benne, donc qui ne rentrent pas dans le cas de figure de déchets. Et voilà, et après on accompagne pour toute la partie faisabilité et donc de toute partie logistique qu'il y a autour du réemploi de matériaux. Jean-Pierre Huette, présentez-nous Équilibre des énergies, association présidée par l'ancien ministre de l'Environnement Brice Lalonde. C'est quoi, quelles sont vos missions? Écoutez, c'est ce qu'on appelle en bon français un think tank, c'est-à-dire qu'on est un cercle de réflexion qui est essentiellement constitué d'entreprises. C'est-à-dire qu'on réfléchit aux mesures concrètes qui sont de nature à accélérer la décarbonation, c'est-à-dire la sortie des énergies fossiles, dans les secteurs des transports, aériens, routiers, du bâtiment, mais disons sans porter impact à la croissance et à l'activité économique. Et vous comprenez que ce qui n'est pas forcément, l'équation n'est pas forcément simple à tenir. Il y a la loi de programmation sur l'énergie et le climat qui s'annonce. Vous venez de faire des propositions autour justement de la décarbonation du bâtiment, puisque c'est le thème de notre débat aujourd'hui. Déjà, le défi en soi, il est immense pour ce secteur. Il est immense, si vous voulez. Pour les Français, on considère qu'il y a deux grands défis. Il y a le problème des transports avec le défi du véhicule électrique, ce qui est en soi un gros problème, mais qui est assez bien engagé. Et puis, à peu près de même ordre de grandeur comme problème, il y a le problème de la sortie des énergies fossiles. Je rappelle quand même qu'on a vécu pendant des années d'abord sur le charbon, puis sur le fioul, puis sur le gaz, et maintenant on voit qu'il faut en sortir à la fois pour des raisons climatiques et aussi des raisons de dépendance. Ouais, avec un objectif qui s'affiche sur notre écran, on passait de 64 millions de tonnes de CO2 produites par le secteur du bâtiment en 2022 à 30 millions en 2030. Ce n'est pas nos chiffres, hein, ça, ce sont des chiffres officiels du secrétariat général à la programmation écologique. Mais c'est pour ça que je disais défi immense. Immense. Il faut prendre la mesure de ça. Donc aujourd'hui, il y a des résultats. On est quand même dans une bonne trajectoire, mais il faut accélérer. Et donc, par conséquent, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Si on veut sortir des énergies fossiles, c'est-à-dire décarboner pour des raisons climatiques, il faut prendre des mesures appropriées. Est-ce que ça vous semble réaliste, Sarah Westerfeld, un tel objectif, passer de 64 millions de tonnes par an à 30 millions? Il faut s'en donner les moyens et pour ça, on a besoin des politiques
développer la rédaction des marchés notamment, Oui. intégrer le réemploi par exemple. Le réemploi, sur l'analyse de cycle de vie du bâtiment, on est à zéro en émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est la réglementation environnementale 2020 qui a amené cette analyse. Et donc forcément, quand on sait que les matériaux de réemploi représentent 3 à 7 fois moins d'impact que les matériaux neufs, ça contribue. Ok, mais est-ce que, sur l'objectif, on est tous d'accord, Oui. mais sur l'état de préparation du secteur, vous qui êtes en relation directe, est-ce qu'ils sont acculturés ? 2, ça représente quoi l'économie circulaire ou le réemploi dans le secteur du 1%. bâtiment ? Bon, ben voilà, 1%. Donc 1% c'est bien, ça donne une Ça, gamme c'est de sûr. progression énorme. À mais- l'échelle européenne, c'est 1%. C'est vrai Oui. on a beaucoup de travail à faire, Oui. beaucoup de chemin à faire, mais on est sur un domaine qui est quand même très innovant. On a beaucoup de mal à imaginer et à voir ce que va être un peu le futur à moyen terme, mais les acteurs sont quand même prégnants là-dedans, que ce soit les assureurs, les maîtrises d'ouvrage, les maîtrises d'œuvre. On a un syndicat du réemploi qui est né également, qui permet aussi ces échanges-là. Et forcément, on est obligé d'y venir. Quand on voit qu'on a autant de mal à se procurer des matières premières. Oui, et puis on parlait de souveraineté alimentaire dans la première C'est partie ça. de l'émission, c'est aussi un levier de souveraineté. Jean-Pierre Witt, je reviens à vos propositions. Vous prenez une politique plus incitative. Est-ce qu'on peut donner des exemples concrets des formes que ça pourrait prendre ? Écoutez, j'ai fait tout à l'heure un parallèle avec le secteur de l'automobile. Oui. Dans le secteur de l'automobile, il y a une mesure qui a très bien marché, qui a été comprise par les Français, c'est la prime à la conversion. Vous avez une voiture un peu ancienne, qui fonctionne au diesel, ce que vous voulez, on vous verse sur certaines sommes si vous changez de véhicule pour un véhicule électrique, un véhicule à basse émission. Faisons la même chose dans le domaine des chaudières. Il y a des chaudières, et encore des millions de chaudières à fioul ou à gaz chez les Français. On ne dit pas qu'il faut le faire en 5 minutes, mais au moins envoyons-le un signal clair. Disons, par exemple, pendant 3 ans, vous pourrez bénéficier d'un tel montant si vous passez à une solution C'est décarbonée. mieux que l'interdiction des chaudières à gaz qui avait été évoquée. Écoutez, Finalement, le gouvernement a fait marche arrière. Bon. Oui, c'est une idée de l'Europe qui a été débattue en Allemagne. Bon, peut-être qu'il faudra y venir un jour. Peut-être, on ne sait pas. Mais ce n'est pas ce qu'on dit aujourd'hui. On dit aujourd'hui qu'il faut désinciter aussi l'usage du fioul et du gaz. Parce qu'il y a encore des avantages fiscaux qui subsistent. Donc, désinciter d'un côté et inciter de l'autre. Et on verra ce que ça donne. Et il faut aussi parler un langage commun. Pour vous, le critère de référence, c'est quoi ? Ces émissions de gaz à effet de serre, de CO2 dont on parlait tout à l'heure ? L'émission des gaz à effet de serre, c'est quand même assez évident parce que c'est directement lié aux énergies fossiles. Si vous réduisez les émissions de gaz à effet de serre par la réglementation et l'incitation, vous incitez le consommateur à sortir des énergies fossiles, avantage climatique et avantage aussi stratégique, parce que les Français ont les mémoires courtes, mais il faut quand même se rappeler de la crise du gaz il y a moins d'1 an, où les prix de la frontière de la France ont été multipliés par 10. Bon, alors il y a eu le bouclier tarifaire et peut-être que les Français n'ont pas tout à fait réalisé l'ampleur du problème qui se posait. Oui, et on peut d'ailleurs se poser aussi la même question sur le prix du carburant et les ristournes qui sont... Voilà. On peut dire, est-ce que cet argent ne serait pas mieux utilisé c'est le rôle des politiques à accentuer la transition. de manager tout ça. Je vous pose la même question sur l'état de préparation du secteur du bâtiment. Parce que, par exemple, on voit que pour mettre en œuvre MaPrimeRénov', alors on peut discuter de la complexité de MaPrimeRénov', le fait de la simplifier, etc., mais que, par exemple, il n'y a pas suffisamment d'artisans labellisés, que c'était compliqué de les trouver. Enfin, est-ce que pour vous, le secteur est prêt à accélérer à ce point dans sa transformation ? Il est partiellement prêt, mais il faut l'aider. Si vous voulez, il y a effectivement tout un écosystème d'installateurs, de chaudières, mais qui peuvent monter en gamme. Tous ces gens-là ont une compétence. Et pourquoi est-ce qu'ils ne seraient pas passés, par exemple, de la chaudière à la pompe à chaleur ? C'est pas du tout insurmontable. Seulement, il faut les aider, il faut qu'ils reçoivent la formation adaptée. Et donc ça, c'est le rôle à la fois des entreprises, mais aussi des pouvoirs publics, parce qu'on a besoin de formation de formateurs. Voilà, pour pouvoir démultiplier ce changement. Donc, on est bien conscient de la difficulté. On ne dit pas que ça va se faire en 3 minutes. C'est une affaire de plusieurs années, mais il faut que le discours soit clair. Qu'on donne un cap et que le discours soit clair. Un peu la même question, Sarah Westerfeld. C'est une question générale sur ce que vous attendez, vous, de l'action publique. Pour vous, le levier le plus efficace pour décarboner le bâtiment, ce serait quoi ? Vu de votre regard d'intermédiaire avec ce secteur en tant qu'architecte. Je rebondis notamment sur les formations, parce que finalement, former aussi
des personnes sachantes autour du réemploi, c'est très important. Ouais. Donc en fait, dynamiser la filière du réemploi. On a déjà eu la REP, donc la responsabilité élargie aux producteurs, Ouais. qui a permis de dynamiser la filière du recyclage. Donc on avait un peu le réemploi qui était un peu oublié. Donc on attend aussi ça. Et c'est donc de créer des synergies qui sont foncières, bien sûr, parce qu'on a besoin de stocker ces matériaux de réemploi, de dynamiser aussi le flux, donc la rencontre de l'offre et de la demande, parce que Ouais. finalement on a quand même beaucoup d'offres de matériaux de réemploi, mais la demande beaucoup moins. Et également, donc et on sait qu'en plus le réemploi, au-delà de l'aspect écologique et énergétique, est à forte valeur socio-économique. Ça permet de démultiplier les emplois sur l'échelle locale. Ça peut représenter quel pourcentage des matériaux sur un chantier de rénovation, par exemple? C'est difficile à dire en Oui, moyenne. ça va dépendre des chantiers, etc., évidemment. Bien sûr. Mais c'est quoi? C'est de l'ordre de 10%, de 60%? On est dans quelle fourchette? Sur un chantier en particulier, on est là plutôt de 10%. Oui. En moyenne, hein, bien sûr. Et après, ça va dépendre des matériaux qui seront présents sur site. On réemploie par exemple très très bien les charpentes métalliques. On a eu plusieurs allers-retours avec les bureaux de contrôle et les assurances. Donc c'est toujours adapté, bien sûr, en fonction des chantiers, en fonction de la réutilisation qu'on va en faire, enfin, du réemploi qu'on va en faire. Oui. Et après, il y a beaucoup d'autres matériaux qui sont facilement réemployables. On parle par exemple des garde-corps qui ne vont pas bouger, par exemple, des radiateurs qu'il faut potentiellement ressabler. Et en France, on a plus de 250 acteurs, revendeurs de matériaux, qui ont un savoir-faire et qui demandent qu'une chose, c'est de le transmettre. Donc il faut mettre en contact les différents acteurs. Jean-Pierre Ouette, il y a un dernier thème dont je voudrais parler, et qui concerne tous les propriétaires, les diagnostics de performance énergétique, les DPE qui entrent en vigueur petit à petit, qui vont devenir de plus en plus contraignants. Votre avis, est-ce que c'est le meilleur outil pour inciter les propriétaires à rénover leur maison ou leur appartement? Alors d'abord, est-ce que c'est un bon outil? Il a été amélioré fortement, puisque le nouveau DPE qui était entré en vigueur en 2021 représente quand même un progrès très substantiel. Mais il y a encore des ajustements qui sont nécessaires. Il y a des anomalies qu'on a parfaitement identifiées, qui sont liées, c'est un peu technique, mais à des coefficients qui sont mal calibrés, etc. Mais ceci dit, nous, on considère que c'est quand même dans cette direction-là qu'il faut aller, parce qu'on considère que la rénovation du bâtiment ne se fera pas en une seule fois. C'est une vue de l'esprit d'imaginer qu'on peut passer d'un logement G à un logement B. Donc il faut baliser le chemin. Il faut baliser le progrès et soutenir en conséquence. Oui, parce que là aussi, on ne le sait pas forcément, mais je crois de mémoire, il y a 2 millions de propriétaires, entre guillemets, pauvres en France, c'est-à-dire qui n'ont pas les moyens, parce qu'on dit propriétaire, on a toujours l'impression que quelqu'un est très riche, mais il y a beaucoup de propriétaires qui n'ont pas les moyens de faire ces travaux, tout simplement. Il y a beaucoup de gens qui ne se chauffent pas comme ils aimeraient pouvoir se chauffer, donc on a besoin effectivement de les soutenir, et cette proportion a augmenté ces temps derniers, donc par conséquent, on est bien conscient de ça, donc c'est vraiment le rôle de la politique publique qui le fait quand même, il ne faut pas exagérer. Dans les aides publiques, vous avez une forte prééminence des aides vers les catégories sociales les moins favorisées. Donc il faut aller dans cette direction-là, mais nous on dit qu'il faut être pragmatique. Il ne faut pas vouloir tout de suite passer d'une situation qui est quand même souvent fortement dégradée à une situation où tout serait merveilleux, à l'équivalent de logement neuf. Donc nous on dit qu'il faut baliser, il faut avoir une roadmap balisée par le DPE. Merci beaucoup, merci à tous les deux, c'était très intéressant. Je vous dis à bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique Smart Ideas, une start-up à l'honneur, comme tous les jours. Smart Ideas, notre rubrique sur les startups éco-responsables avec Jean-Baptiste Asto. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur de la marque Vagabond, créée cet été, et de la marque Balo il y a 6 ans. Je remonte aux origines. Oui. Balo, c'est quoi? Qu'est-ce que vous produisez? Des sacs, c'est ça? C'est ça, on produit des sacs en fil naturel. Et le but de la marque, c'est vraiment de produire là où la fibre pousse, quoi. Donc on a une collection de sacs en jute. On produit en commerce équitable au Bangladesh parce que c'est là où ça pousse. Et ensuite, on a une grosse partie de notre collection qui est en lin. Et c'est une production française et on produit dans notre propre atelier, quoi. Parce que la France est un gros producteur de lin, on ne le sait pas forcément, sauf qu'il y a une bonne partie de la production qui s'en va, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. On dit à peu près qu'il y a 80% de la production mondiale qui est faite en France. Il y a seulement 20% qui est transformée en Europe. Parce que les filières n'existaient pas? Oui, parce que ça s'est délocalisé comme beaucoup d'industries. Quoi. Et donc, du coup, nous, on utilise un label qui s'appelle Master of Linen qui certifie de la graine jusqu'au tissu.
toutes les étapes de transformation sont faites en Europe, quoi. Ouais. Avec un lin huilé, c'est ça? Ça, c'est une innovation? C'est vous qui l'avez mis au point? Oui, c'est ça. Alors ça, c'est une vieille technologie qui existait autrefois à l'époque de l'Égypte antique et qui a été complètement perdue avec l'arrivée du caoutchouc, du plastique. Et du coup, on a pendant 1 an et demi, on a cherché dans notre garage un petit peu comment remettre ça au goût du jour. Et on a trouvé comment, entre guillemets, faire sécher l'huile de lin sur du lin. Et ça a l'avantage assez conséquent de pouvoir imperméabiliser les tissus et de le rendre très résistant à l'abrasion, et tout ça de manière naturelle. Donc ça nous permet aussi de faire de la teinture de manière naturelle. Donc ça a double avantage. Donc des sacs innovants, ça c'est pour la marque Balo. Pourquoi vous avez lancé une seconde marque de sacs qui s'appelle Vagabond avec la vague, V-A-G-U-A? Ouais, exactement. On a lancé une seconde marque de sacs parce que on a développé un sacré savoir-faire sur l'atelier, la partie confection. On produit beaucoup de sacs et en fait, comme on habite pas très loin de la mer, vous êtes dans quelle région? Dans les Pyrénées-Orientales, à côté de Perpignan. Et donc, on habite à 5 minutes de la mer. On était un peu en lien avec beaucoup de voileries qui fabriquaient des voiles, et ils nous ont dit là on se retrouve avec ça sur les bras, on ne sait pas quoi en faire, et nous on s'est proposé pour essayer d'en faire quelque chose et d'éviter que ça parte à la déchetterie, quoi. Ouais. Et donc là on est plutôt sur de l'upcycling, c'est-à-dire que vous récupérez des déchets marins pour en faire des sacs, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors il y a quoi? Il y a de la voile de bateau. Ouais, voile de bateau. Après il y a beaucoup de kites parce qu'il y a beaucoup de vent dans la région. Donc kitesurf, donc là on récupère quoi? Les cordes, On récupère les cordes, on récupère les parties. En fait, les parties les plus fines, on s'en sert pour faire des doublures, et les parties les plus épaisses, on s'en sert pour faire des parties qui sont plus contraignantes, quoi. Et après, on récupère aussi des combis de plongée, plein de choses, quoi. Vous faites quoi? La combi de plongée, qu'est-ce qu'elle devient dans le sac? Des fois, ça devient des poches à certains endroits, quoi. Voilà. Mais alors, l'upcycling, c'est de l'artisanat, forcément. C'est-à-dire qu'on ne peut pas industrialiser de l'upcycling, ou ça vous semble possible? C'est clair qu'il y a quand même une partie de récupération qui est assez longue quand même. On s'est heurté à quelques difficultés. Après, je pense que c'est comme tout prototype. À chaque fois, il faut tester, il faut essayer de trouver des méthodes pour essayer d'améliorer ça et de rendre ça un peu plus accessible en termes de temps et d'argent, quoi. Donc, oui, parce on cherche le modèle économique. S'il y a énormément d'heures pour fabriquer un sac, vous êtes obligé de le vendre forcément beaucoup plus cher, quoi. C'est ça, ouais. Oui, et là, en fait, en l'occurrence, la matière, on la paye pas très cher, mais là où on passe beaucoup de temps, c'est à trier toutes ces matières, à les découper, parce qu'il y a beaucoup de parties, des œillets, des cordes, des sangles, tout ça, à les nettoyer aussi. Donc on les passe, je passe le processus, mais c'est assez long, quoi. Et donc tout ça, on essaie de voir quel est déjà le processus le plus pertinent et le plus performant, mais puis en plus aussi en termes de temps, voir comment on peut faire pour améliorer tout ça, quoi. Ouais, d'une manière générale, c'est un secteur, je veux dire la maroquinerie pour simplifier, qui intègre les enjeux environnementaux, ou alors ça passe encore un peu au-dessus de la tête de toutes les grandes marques? Je pense qu'il y a quand même une grosse prise de conscience, notamment avec beaucoup de nouveaux matériaux qui arrivent. Comme on parle du cuir vegan, nous on est un peu critique là-dessus, mais parce que ça mélange quand même une grosse partie de plastique, donc c'est quand même un peu noyer le poisson, mais il y a quand même des initiatives qui sont prises. Il y en a beaucoup plus qu'avant, et ça on le voit de plus en plus émerger. Ouais. Merci beaucoup Jean-Baptiste Asto, et bon vent au sac Vagabond et Balo. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut.